L'important, c'est d'être présent dans l'esprit du consommateur à différents endroits. Et aujourd'hui, le consommateur n'arrête pas de vivre du moment où il lâche son téléphone. Il va prendre le métro, il va prendre le train, il va marcher dans la rue, il va monter dans un taxi. Il peut être sujet à des messages publicitaires sur tous ces canaux-là. Donc l'un n'est pas forcément en compétition avec l'autre. Après, je pense qu'il n'y a pas non plus de stratégie évangile. Chaque stratégie de communication, de marketing et d'influence, par exemple, ou sur les réseaux sociaux, dépend vraiment de sa culture d'entreprise, mais également de ses budgets. C'est pour ça que dans nos métiers, je trouve qu'il est pour moi toujours très difficile, voire un peu prétentieux de pouvoir dire à quelqu'un il faudrait que tu fasses ça. Aujourd'hui, ma boulangère au bout de ma rue pourrait faire de l'influence, mais elle pourrait clairement peut-être pas appliquer ce que moi je mets en place chez American Vintage par souci de budget, par culture d'entreprise, par plein de choses. En revanche, elle pourrait peut-être créer des campagnes d'influence au sein du quartier pour essayer de se faire connaître auprès d'un plus grand nombre de gens. Salut Benjamin et bienvenue dans le Rendez-vous Marketing. Tu es le responsable marketing et communication chez American Vintage. Très honoré de t'avoir parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. On a un peu travaillé ensemble pour t'aider dans tes campagnes du temps où tu mettais un peu les mains dedans. Aujourd'hui, tu viens pour nous parler d'influence. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler un peu de toi et ce que tu fais chez American Vintage? Bonjour Danilo, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui dans ton rendez-vous. En effet, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. Ça nous rajeunit pas, mais ça veut dire qu'au moins on avance respectivement dans nos activités. Donc c'est vrai qu'on a eu collaboré ensemble sur ta partie formation et tu as été un des initiateurs pour me permettre de comprendre l'écosystème de publicité méta, Facebook, Instagram, structure, technique, et qui m'a permis vraiment de monter en compétences et de professionnaliser. Donc j'en profite aussi pour te remercier pour tout cela. Donc je me présente, je suis Benjamin Terrasson, j'ai 32 ans. Ça va faire 10 ans que je suis chez American Vintage aujourd'hui, une marque de prêt-à-porter française, fondée à Marseille en 2005 par Michael Azoulay. J'occupe le poste aujourd'hui de responsable marketing et communication internationale pour la marque, marketing communication à 360. Ça peut peut-être me permettre, et c'est assez intéressant pour comprendre quelle marque on est, de faire le lien. On est une marque aujourd'hui familiale à 100%. Michael, le fondateur, est aujourd'hui le président CEO de la société. On n'a pas d'investisseurs, pas de groupe. Donc c'est une marque à 100% familiale, ce qui est quand même une particularité, une spécificité, pour pas dire un petit peu un ovni dans le paysage de la mode à ce niveau-là de chiffre d'affaires, parce qu'on arrive aujourd'hui à des niveaux de chiffre d'affaires assez conséquents, un parc de boutiques en propre qui avoisine les 200 points de vente. Donc pareil, on commence à être une marque importante. On aime bien dire qu'on est les grands chez les petits, les petits chez les grands. On est une marque qui vient du B2B, du wholesale. Donc Michael, quand il a fondé American Vintage, commercialiser le produit principalement via des revendeurs, des agents. On s'est transformé en retailer, donc on a commencé à ouvrir nos boutiques en propre, une après l'autre, marché après l'autre. Aujourd'hui, on est présent aux États-Unis, en Europe et en Chine depuis quelques semaines. Et bien sûr, le e-commerce qui a été ouvert il y a plus d'une dizaine d'années. Ce qui fait qu'on est à 360 dans nos canaux de distribution. On travaille autant le wholesale que le retail et aujourd'hui le e-commerce, qui prend une place de plus en plus prépondérante dans nos stratégies et dans ma stratégie, bien évidemment, de responsable marketing et communication. Je parlais de marque familiale. Aujourd'hui, donc notre siège social est basé dans le sud de la France, à Signes. C'est une petite ville du Var entre Marseille et Toulon. Et tous nos métiers, ou en tout cas une grande partie des métiers support, sont présents ici au siège social. On a un siège de 200 personnes juste derrière le mur à droite, parce que là je suis en direct du siège social d'American Vintage. Il y a le centre de logistique avec des camions qui partent achalander les boutiques. Sur ma gauche, j'ai différents services. Juste ici, le service d'architecture, le service juridique derrière. Donc vraiment, toutes les fonctions métiers sont présentes ici au siège à Signes, avec notre développement qui s'accroît. Bien sûr qu'on commence à avoir des référents ou des bureaux dans certaines zones, mais une grande partie de la stratégie au global de la marque et du développement de la marque est fait depuis le siège American Vintage à Signes. Ok, ouais, c'est bien résumé. C'est vrai que vous n'êtes pas le client type que je peux avoir sur le podcast. Donc, comme tu sais, très DNVB, très fort e-commerce. Vous, de base, comme tu l'as dit, vous êtes dans le wholesale, donc dans la grande enfin dans le B2B, pardon. Puis après, ensuite, vous êtes devenus des retailers et après, vous avez lancé l'e-commerce il y a quelques années.
Aujourd'hui, l'e-commerce, ça représente plus ou moins combien de pourcents de votre chiffre d'affaires pour que je me fasse une idée? On est à peu près à 15% du chiffre d'affaires du chiffre Ok, d'affaires d'American ok, Vintage. d'accord. Donc ça reste minime par rapport au retail. Pour autant, je pense que c'est un beau chiffre d'affaires vu que tu me disais que vous avez quand même 200 points de vente dans le monde, donc c'est quand même pas rien. Tout à Et fait. toi, aujourd'hui, comment tu travailles exactement? Tu fais l'e-commerce, le retail, ou juste l'e-commerce, ou juste le retail? Non, alors aujourd'hui, pour la petite structure de mon pôle, j'ai trois départements aujourd'hui dans mon service. J'ai un département social media dans lequel est inclus l'acquisition et donc la partie publicitaire. Et c'est pour ça qu'on s'était rencontrés. Euh, Pareil, ça peut être une petite spécificité dans certaines entreprises. L'acquisition et donc les pubs Meta peuvent être intégrés au e-commerce. Nous, c'est pas le cas. La partie donc publicité acquisition sur Meta, et je spécifie bien Meta parce que ce qui peut être SIA ou autre levier d'acquisition en e-commerce sont des responsabilités du service e-commerce, mais on a décidé de garder la gestion à 360 des réseaux sociaux, organiques, stratégie de contenu et publicité. Et on trouvait ça aujourd'hui assez pertinent et assez fort de pouvoir avoir cette double vision pour notre social media manager et pour le pôle social media, de travailler autant sur l'organique, le brand content, la notoriété, et parallèlement sur la partie ads et donc la partie acquisition ou retargeting. Hein, c'est pas uniquement de l'acquisition pure. J'ai un deuxième pôle qui va être un pôle d'influence et c'est aujourd'hui sur ça, je pense qu'on va échanger plus en détail. Influence, relations presse, relations publiques et VIP. Et j'ai un dernier pôle aujourd'hui de marketing opérationnel qui va comprendre des missions de trade marketing, de marketing événementiel, de partenariat, sponsoring et on va dire visibilité de marque par différents canaux comme l'affichage en ville ou comme des OP de street marketing, etc. Ouais, Donc, d'accord, ouais, très street marketing, le troisième pôle. Vraiment tout exactement. ce qui se fait en dehors des réseaux sociaux et de l'influence. Et c'est la question que je me posais, c'est que du coup, vous avez vraiment séparé social media et influence. Pourquoi avoir séparé les deux? Tout simplement parce que c'est des métiers différents. C'est des métiers qui sont assez jeunes. Quand j'ai commencé chez American Vintage il y a 10 ans, j'avais la casquette de ces trois métiers-là, enfin de ces deux métiers-là, parce que j'avais moins la casquette marketing opérationnel où il y avait déjà des personnes en place. Mais moi, en mon nom, j'avais un poste, on va dire, de communication digitale dans lequel il y avait la stratégie de réseaux sociaux, les stratégies d'influence. C'était des métiers assez nouveaux dans tous les types d'entreprises. Les marques commençaient plus ou moins à investir. Le luxe, comme souvent, était déjà précurseur sur cela, même si certaines marques de luxe ont eu pris du retard. Et on s'est rendu compte que c'était des métiers différents, des stratégies différentes, des connaissances différentes. Et en scindant, enfin, au vu du développement de l'activité, il a été tout naturel pour nous de devoir scinder et professionnaliser chacun de ces corps d'activité-là pour se rendre encore plus performant, pour aller plus loin, pour être plus précis, pour avoir plus d'analyse, plus d'idées. Euh, et c'est vraiment pour ça qu'on a séparé ces pôles-là. Mais vraiment d'un point de départ, même si on peut avoir le sentiment que c'est une grosse casquette de communication digitale, c'est derrière quand même des expertises qui sont différentes. Je pourrais le comparer peut-être dans le sport à de l'athlétisme, ça reste un univers, mais faire du 100 mètres et du 200 mètres, même si certains athlètes sont capables de doubler les distances, c'est pas forcément le même sport, Ouais. la même préparation, la même connaissance, etc. Donc c'est des métiers différents qui méritent d'être, en tout cas selon ces structures d'entreprise, bien évidemment, euh, mais dès Oui. qu'on peut professionnaliser et scinder. Oui, parce que là, aujourd'hui, bah, pour chacun de ces trois pôles, vous avez des équipes dédiées, donc des personnes qui font l'influence avec toi, des personnes qui font le social media avec toi, ou des agences, des prestataires. Et toi, en fait, tu chapeautes un peu le tout, quoi. Tu dis un Tout peu à ce que fait, tu veux, la stratégie, ta vision, et puis complètement. tu as des personnes qui l'exécutent en quelque sorte. Tout à fait. Après, en remettant dans le contexte, chez American Vintage, comme le disais, on est une boîte familiale. Chaque service et surtout le service marketing communication, j'aime bien dire qu'on a un peu la start-up dans l'entreprise. Donc même s'il y a des postes de stratégie et qu'aujourd'hui je pilote le service et que je suis en direct report avec Michael, notre fondateur et notre CIO, on fait quand même beaucoup d'opérationnels et bien qu'on soit à des postes à responsabilité ou de direction, on est une marque où on met tous et tous les chefs de service aujourd'hui les mains dans le cambouis pour voilà, on n'est pas uniquement sur de la stratégie et de la décision.
toute façon, comme je l'avais dit au début, c'est que ben, il y a quelques années, tu regardais encore les campagnes, et même si vous avez déjà un partenaire ou je sais plus si c'était en interne, tu voulais quand même savoir comment ça fonctionne. Donc, tu allais dans le business manager, tout comme les campagnes d'influence. Je suppose que tu as directement contacté des influenceurs ou réfléchi à qui vous allez contacter euh, Bah, tu plutôt fais que un de. point très Ouais. pertinent avec ce que j'ai dit auparavant. Tu me disais pourquoi aujourd'hui tu as créé deux pôles social media et influence par exemple. Bah, je parlais de métiers différents, de professionnalisation, de gagner en expérience. C'en est l'illustration parfaite. Aujourd'hui, maîtriser une stratégie d'influence, maîtriser une stratégie d'ads, de développement, il y a des principes derrière pour moi qui sont des principes, des grands principes de communication et de publicité qui sont valables à beaucoup de canaux d'acquisition et de stratégies à mettre en place. Mais il y a aussi des spécificités qui sont inhérentes à chacun de ces domaines d'activité et il est très important pour moi d'essayer de maîtriser au mieux tous ces métiers qui vont ressortir pour pouvoir justement en parler, pour pouvoir donner des directions, pour pouvoir analyser, que ce soit avec mes propres équipes, mais que ce soit aussi avec mes partenaires. Tu as parlé de partenaires. Oui, aujourd'hui, on a une agence qui nous accompagne sur la publicité Meta. Comment je vais pouvoir tirer le meilleur de mon agence si je ne sais pas vraiment de quoi je parle. Donc, il était hyper important pour moi, en tout cas d'un point de vue stratégique, de le maîtriser. Et un second point aussi, qui est assez important, aujourd'hui, American Vintage est une marque qui se porte plutôt bien. On est très content des résultats, mais on a vécu une période, il n'y a pas si longtemps que ça, elle peut paraître assez lointaine pour beaucoup, qui a été le Covid et qui a mis à l'arrêt beaucoup de choses. Au début de cette conversation, on disait qu'on était retailer. Une marque de retailer comme nous, quand vous coupez quasiment 90% de l'activité mondiale, ça fait beaucoup de choses qui sont coupées. Et j'ai toujours eu cette volonté via mes métiers et les différents métiers que je peux piloter, de se dire si demain ça doit s'arrêter, si peut-être à un moment donné une expérience, un développement, une situation chez American Vintage fait que peut-être on devra faire des économies, des optimisations de budget, être capable aussi à moindre mesure de garder ces métiers-là et de les piloter en interne. Je dis bien évidemment pas que je ferai aussi bien. C'est bien pour ça qu'on se dote et qu'on se fait accompagner d'agences pour aller plus loin, pour être plus réactif, pour avoir plus de benchmarking, etc. Mais à un moment donné, peut-être que il faudra qu'on réinternalise pour X ou Y raison. Et c'est quand même important de savoir quels sont ces différents métiers-là et comment les mettre en place. Ouais, clairement. Clairement. Bah, je te reviens maintenant sur la partie influence. C'est quoi pour toi l'influence si tu devais le définir, vu de ton expérience et de ce que tu as pu voir ces dernières années? L'influence, déjà, je vais commencer par ça. C'est un mot qui est très actuel, qui a peut-être un peu été rendu grand public depuis les réseaux sociaux. Et souvent, il y a un biais qui est fait entre influence et influenceur Instagram, et même un biais très lointain fait parce qu'il peut être mis comme influenceur en avant dans les médias, ce qui n'est pour moi pas, en tout cas, la seule domaine de l'influence. Faut pas le renier, faut pas le cacher. Voilà, ce sont aussi des influenceurs au sens premier du terme. Mais pour moi, l'influence, ça existe depuis la nuit des temps. Elle n'est pas uniquement que digitale. L'influence, on peut tous être influenceurs aujourd'hui à notre niveau, même au sein de notre famille. L'influence, c'est par des messages, par des communications, des fois juste par des actions. On est des fois même pas obligé de parler pour être influent. Mais c'est par rapport en tout cas à de la communication, à des langages de communication, faire passer un message et essayer que ce message soit perçu, entendu et mis en application, relayé. Il peut y avoir différents objectifs par la cible qu'on va essayer de viser. Encore une fois, influence, ça veut pas dire masse. Pas forcément. Je parlais, si on reste encore pour l'instant dans la sphère familiale, sur un repas avec 4 personnes un dimanche midi, on peut avoir une influence auprès de notre famille, de l'influence, pourquoi pas sur la nutrition. On peut avoir envie de dire à notre tonton qui nous invite qu'on va essayer de prendre du poulet bio au lieu d'un poulet plus industriel pour mieux manger. Notre discours aura une portée, aura une volonté d'influence. Je grossis le trait, je le rends peut-être un petit peu scolaire, mais c'est pour essayer d'illustrer ma vision. Et si je commence à le mettre dans le monde dans lequel j'évolue, dans le milieu économique dans lequel j'évolue, le monde du prêt-à-porter, de la mode, l'influence existe depuis des dizaines d'années. On voyait des maisons de luxe aujourd'hui travailler avec des célébrités depuis tout temps pour faire des campagnes nationales ou internationales avec des égéries. C'est une forme d'influence de choisir une égérie. Quand on choisit une égérie, quelle qu'elle soit, le but pour la marque est de positionner, en tout cas d'avoir une certaine image, de peut-être aller toucher une certaine cible, parce que si pour
X ou X maison. Je veux pas citer aujourd'hui de nom de marque, mais ça va pouvoir lui servir à peut-être développer une zone géographique en travaillant avec une égérie de cette zone-là. Ça va peut-être pouvoir lui permettre de toucher une nouvelle cible en travaillant avec une égérie qui est de cette cible-là. Et ça existe pour moi depuis des dizaines d'années. C'est pas uniquement une nouvelle manière de communiquer qui a été créée avec l'avènement des réseaux sociaux, d'abord Facebook et après Instagram et tous ceux qu'on connaît, TikTok, Snapchat, LinkedIn, parce qu'aujourd'hui on peut faire de l'influence sur LinkedIn. Donc l'influence pour moi c'est plutôt un principe de publicité. Et tout à l'heure je disais il y a des spécialisations qu'on apprend un petit peu sur le tas et qu'il faut comprendre, mais derrière dans la communication, dans le marketing, il y a des grands principes de publicité. Et si je commence avec l'influence c'est de se dire j'ai un message, je veux toucher une cible et il va falloir un canal, un moyen. Ça peut être l'influenceur, ça peut être la pub méta, ça peut être une campagne une campagne de d'OOH ou de DOH, donc de publicité en ville ou de publicité digitale en ville. Mais c'est ça le plus important. C'est la publicité en fait. Et quand on fait aujourd'hui, si je prends des exemples très actuels, une collaboration avec un influenceur, un créateur de contenu, un KOL, un Key Opinion Leader, aujourd'hui on voit qu'il y a des... Tu es aujourd'hui, Danilo, un influenceur, au sens créateur de contenu. Tu as un blog, tu as un podcast, tu partages des messages parce que tu as une expertise, tu es reconnu aujourd'hui dans ton activité de fondateur d'une agence de communication digitale et de publicité. Tu as acquis une reconnaissance dans ce milieu-là et tu peux influencer tes lecteurs. Et quand je dis influencer, c'est pas parfois peut-être le mauvais côté du mot influencer, influençable. On pense que il peut y avoir une petite connotation péjorative. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est par rapport à ton expertise. Au contraire, tu partages des messages que les gens vont écouter et auprès desquels les gens vont se former parce que tu es quelqu'un de reconnu. Donc tu es un leader d'opinion. Donc aujourd'hui, c'est ça pour moi l'influence au sens large, c'est de la publicité in fine. C'est la publicité et surtout qui est devenue plus accessible puisqu'il y a 20 ou 30 ans, si tu voulais faire l'influence, il fallait mettre le paquet pour avoir une célébrité ou quelqu'un de connu, alors que là aujourd'hui, tu peux le faire directement sur les réseaux sociaux en prenant quelqu'un qui a quelques dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de followers, tu peux lui offrir des produits, tu peux lui offrir une rémunération, mais c'est beaucoup plus accessible, tu vois ce que je veux dire, et c'est aussi beaucoup plus rapide à mettre en place puisque c'est une campagne sur un média social. Tu viens de résumer ce vers quoi j'allais enchaîner. Ah, okay. C'est que les réseaux sociaux, en effet, sont un outil et ça reste un outil. Et c'est un outil qui a accéléré les choses, qui a rendu grand public beaucoup de choses, qui a facilité la mise en place de ces campagnes. Mais à la fin, ça reste un outil. Et peut-être que l'influence dans 20 ans, 30 ans, 40 ans perdurera, existera toujours dans les stratégies de marque et ne s'arbitrera plus via les réseaux sociaux. C'est ça. Forme qu'on connaît pas, ou peut-être qu'on reviendra à beaucoup plus de print, de offline. Bon, ça, on verra. Mais est-ce que selon toi, les objectifs de l'influence, ils ont changé avec le temps? C'est-à-dire que peut-être qu'avant, l'objectif, c'était notoriété, toucher le plus de monde possible en prenant Beckham pour une campagne d'influence et toucher le plus de monde possible? Ou est-ce que c'est... est-ce que déjà à ce moment-là, on peut faire la conversion, c'est-à-dire vraiment du marketing à réponse directe? Parce qu'aujourd'hui, je trouve que quand tu fais une campagne d'influence, sur les réseaux sociaux, tu peux faire de la notoriété, tu peux faire de la considération, mais tu peux aussi faire de la conversion avec des codes promo. Et je trouve que ça, aujourd'hui, déjà, ça a mauvaise presse, on en a un peu parlé, un flux voleur, influençable, etc., où tu as des influenceurs qui vont promouvoir des produits qu'ils ne consomment pas vraiment, dans le but de faire limite de l'affiliation, c'est-à-dire être rémunéré en fonction des ventes qu'ils vont générer avec un code promo, tu vois. Ça a changé. Oui, parce que les temps changent et donc à chaque époque, on vient de dire, l'avènement des réseaux sociaux, ça ouvre des nouvelles possibilités. Donc, in fine, ça met en place des nouveaux objectifs. Une des grandes choses pour moi qui a changé avec le digital au sens large, monde digital dans lequel sont inclus les réseaux sociaux, mais aussi le e-commerce, c'est, je pense, le tracking. Parce que le tracking, ça a permis à beaucoup de commerçants, et pas uniquement e-commerçants, parce que nous, on est des commerçants au démarrage, on devient des e-commerçants. Mais à un moment donné, avec des campagnes mises en place, et encore une fois, je vais faire le parallèle avec Meta, on peut faire des investissements, quels qu'ils soient, et on arrive à avoir des retombées. Et quand je parle de retombées, je parle pas uniquement de conversion. Ça peut être de l'engagement, ça peut être du reach, ça peut être de la visibilité, mais en tout cas, on arrive à avoir des KPI plus ou moins précis et assez directs sur ce qu'on met en place. Si je le compare ou si je mets en exergue avec des campagnes, par exemple, de communication nationale dans la rue,
quelque chose, en tout cas, auquel je suis sensible, parce que, alors c'est peut-être pas l'objet du débat du jour, mais pour moi, l'un n'est pas forcément en compétition avec l'autre, parce que je pense que dans nos stratégies de marketing et de communication, l'essentiel, c'est dans le marketing, la répétition, pour moi, c'est la clé. Ouais. Et l'important, c'est d'être présent dans l'esprit du consommateur à différents endroits. Et aujourd'hui, le consommateur n'arrête pas de vivre du moment où il lâche son téléphone. Il va prendre le métro, il va prendre le train, il va marcher dans la rue, il va monter dans un taxi, etc., etc. Et 100%, donc, ouais. du coup, il peut être sujet à des messages publicitaires sur tous ces canaux-là. Donc, l'un n'est pas forcément en compétition avec l'autre. Après, je pense qu'il n'y a pas non plus de stratégie évangile, dans le sens où chaque stratégie de communication, de marketing et d'influence, par exemple, ou sur les réseaux sociaux, dépend vraiment de sa culture d'entreprise, mais également de ses budgets. C'est pour ça que dans nos métiers, je trouve qu'il est pour moi toujours très difficile, voire un peu prétentieux, de pouvoir dire à quelqu'un il faudrait que tu fasses ça. Aujourd'hui, ma boulangère au bout de ma rue pourrait faire de l'influence, mais elle pourrait clairement peut-être pas appliquer ce que moi je mets en place chez American Vintage, par souci de budget, par culture d'entreprise, par plein de choses. Mais en revanche, elle pourrait peut-être créer des campagnes d'influence au sein du quartier pour essayer de se faire connaître auprès d'un plus grand nombre de gens. Pour revenir du coup sur les objectifs et du coup sur le tracking, enfin sur ce qui a pu changer, en effet, je pense que le digital a amené voilà cette notion de tracking et ça a permis au sein des entreprises, et moi ça a été un peu mon démarrage, de pouvoir montrer à des comités de direction, pouvoir montrer à des CEO, à des présidents fondateurs, euh, le marketing, la communication, c'est plus uniquement un centre de coûts et de dépenses, c'est aussi un centre d'acquisition. Et par rapport à des campagnes qu'on met en place, on peut aujourd'hui avoir des données très directes. Tu as parlé de code promo. En effet, le code promo, c'est un levier, mais pas uniquement. Moi, aujourd'hui, sur l'influence, on a mis en place de l'affiliation, des campagnes d'affiliation marketing sur lesquelles, avec nos influenceurs, ils récupèrent un lien traqué. Ils mettent en avant des produits, nos produits, via des stories, via des blog posts, parce que le blog, bien qu'il était beaucoup plus plébiscité il y a une dizaine d'années, n'a pas totalement disparu. On peut encore trouver des contenus très qualitatifs sur des rédacteurs de contenu sur blog. Tu en fais partie, hein, tu as un blog aujourd'hui sur la pub sur les réseaux sociaux et sur Meta. Et donc, ça nous a permis en tout cas d'avoir du tracking, de la donnée, de la data, sur nos campagnes d'influence sans avoir à utiliser le code promo. Je te ne dis pas que je n'ai jamais utilisé le code promo parce qu'on l'utilise aussi. Le code promo m'a permis d'avoir de la donnée sur le retail parce qu'avec l'affiliation, c'est du lien traqué, donc c'est du lien e-commerce et je n'ai uniquement de la data que sur mon site web. Internet, ouais. Je peux voir le nombre de clics, je peux voir aujourd'hui, je travaille avec une plateforme française d'affiliation sur laquelle mon flux de produits est plugué. Il y a une intégration qui est faite entre mon système e-commerce et la plateforme. Et du coup, je peux même voir les produits qui ont été le plus vendus via mes influenceurs en affiliation. Par Trop contre, bien. aucune donnée, en tout cas rapidement et facilement accessible pour le retail. En dehors de sondages peut-être faits un petit peu à la main par mes équipes qui vont se rapprocher des boutiques pour leur demander penses-tu que as-tu vu un impact de, et on arrive un petit peu à avoir des verbatims, mais ça reste assez léger et un peu trop à la main pour une marque aujourd'hui de notre ampleur, ou alors via du sondage client avec de la question de type comment avez-vous connu la marque, publicité télévisée, publicité radio, réseaux sociaux. Ça, aujourd'hui, on ne le fait pas chez American Vintage. Donc, j'avais Ok. peu de données. Et c'est pour ça que on a utilisé parcimonie avec des ambassadeurs fidèles. On l'a jamais fait aujourd'hui avec des ambassadeurs avec lesquels on n'était pas sur des contrats plus longue durée. Le code promo pour essayer de voir combien de personnes on allait pouvoir se faire déplacer d'une communication digitale de l'influenceur sur son réseau social, sur sa plateforme Instagram, à nos boutiques. Et on s'est rendu compte qu'il y avait en effet un impact non négligeable également sur le drive to store, du coup, qui est aujourd'hui quelque chose de très important dans notre stratégie et pour des retailers. Ok, donc ça c'est intéressant. Vous utilisez code promo pour le retail et des liens affiliés pour le site e-commerce. Et tu as une plateforme que tu utilises pour voir vraiment tous les liens affiliés que tu as fait, combien ont été cliqués, combien ont généré des ventes. C'est quoi dans la plateforme? Ça s'appelle Affilae. Affi. Affilae, A2FILAE. C'est une Ok, plateforme d'affiliation française. intéressant. Je ne connaissais pas du tout. Donc c'est une J'ai plateforme assez connue.
Ça devient en tout cas de plus en plus connu. Ok, j'avais jamais entendu. Ok. Et Aujourd'hui, hormis... j'utilise Ouais, dis-moi. deux outils, pardon, pour, on va dire, l'influence, pour mesurer l'influence, ou en tout cas pour m'accompagner dans ma stratégie d'influence. Allez, même trois outils. On va dire deux outils type plateforme software qui sont affiliés pour la plateforme d'intégration d'affiliation, et CallSquare, aussi une plateforme française. Ça, En je tant connais. que marque française, on s'accompagne de certains de nos confrères et de nos compères pour tout ce qui est monitoring, analyse, création de campagne et aussi sourcing de nouveaux influenceurs en France et à l'international. C'est les deux D'accord. plateformes qu'on utilise. Quand je disais le troisième outil, c'est pas forcément un outil digital, c'est un outil humain qui est que j'ai des agences de presse, des agences de communication, parce que les agences de presse sont devenues des agences de communication de relations publiques qui m'accompagnent sur certains axes de l'influence. Parce qu'il y a Ok. plusieurs manières de travailler ensuite dans l'influence en fonction des objectifs. Peut-être j'anticipe déjà une des prochaines questions, je sais pas. Mais et du coup, les agences de presse m'aident à répondre à certains de ces objectifs-là. Bah oui, c'est ça, ouais, j'avais une question là-dessus sur les objectifs. C'est qu'en gros, toi, objectif, si je comprends bien, notoriété, ça va être plutôt avec les agences de presse. Et objectif conversion, ça va être plutôt avec les influenceurs réseaux sociaux, si je comprends bien. Ou peut-être que je me trompe. Non, c'est plutôt bien résumé. Alors, c'est peut-être pas aussi strict que Simple. là, mais en tout cas, tout ce qui va être les objectifs de conversion aujourd'hui via l'influence, ça, c'est à 100% géré par mes équipes. Toute la plateforme d'affiliation, tout le programme d'influenceurs en affiliation, on les traite vraiment comme des clients dans la manière de communiquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met en place une newsletter mensuelle sur notre programme d'influenceurs en affiliation pour qu'ils soient inspirés par des tenues, par des looks qu'on veut proposer, pour aussi du coup qu'on mette en avant, nous, des pièces sur lesquelles on a envie de communiquer. Il y a aussi une problématique de stock. Parce que sur American Vintage, on a des stratégies d'implantation en magasin et sur le web en temps réel, donc ce qui nous permet d'adapter notre proposition en fonction de la saisonnalité, en fonction des tendances, etc. Et donc il y a des nouveautés qui arrivent continuellement tout au long d'une saison. Une saison, hein, on a une saison d'été, une saison d'hiver, donc janvier, juin et juillet, décembre, et qui vont nous permettre donc du coup de les inspirer, de les accompagner, de les guider sur ce qu'on souhaite mettre en avant D'accord. sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est mensuel. Et ce que je voulais dire là-dessus, il y a combien d'influenceurs que vous avez sur la plateforme, plus ou moins? Aujourd'hui, on est à peu près 300 influenceurs en affiliation. En D'accord, affiliation. tu en as 300. Mais est-ce qu'il y en a 300 qui vont communiquer d'un seul coup ou ça dépend un peu de celui qui est le plus inspiré, comment ça fonctionne à ce niveau-là? 300 qui restent parce que du coup, on a des entrées un petit peu et des sorties dans ce programme d'affiliation. Il faut savoir que l'affiliation, c'est vraiment un des sous-métiers de l'influence. Il y a plusieurs sous-métiers, c'est peut-être d'ailleurs pas le bon mot, c'est plutôt une manière de faire de l'influence. Ouais, Ça- ouais, c'est ça. C'est plutôt ça, ouais, L'influence j'allais dire. L'influence est l'affiliation est une des manières de faire de l'influence. Pas tous les influenceurs ne sont sensibles à l'affiliation ou veulent faire de l'affiliation parce qu'il y a une démarche assez commerciale. Aujourd'hui, il y a des influenceurs sur lesquels on va faire plus de l'image, plus de la notoriété, plus du reach. Donc l'affiliation, c'est vraiment un groupe un peu spécifique d'influenceurs, de créateurs de contenu. Il y en a parfois qui ont envie de faire le test avec nous et qui se rendent compte après coup, quand c'est pas trop pour eux d'être assez commercial, de mettre des liens traqués, etc. Donc, qui naturellement va les enlever du programme parce que ça sert à rien d'avoir des influenceurs dans un programme s'ils ne communiquent pas. Donc, il y en a 300 qui sont à date actifs. Et pour te répondre, non, ils ne communiquent pas les 300 en même temps, au même moment. Ça peut arriver qu'on ait des gros focus de communication par rapport à des temps forts qu'on va cibler et sur ces temps forts-là, on fera un brief dédié et spécifique en disant, par exemple, lancement de saison, on prévoit de lancer notre collection le 15 février. Et là, on va envoyer un message type à tous ces influenceurs-là en leur disant, ben voilà, au 15 février, lancement de la collection American Vintage, voilà les grandes lignes de cette nouvelle collection, les looks type de cette collection, quelques visuels là. Elle sera en ligne sur notre site à partir de cette date-là. N'hésitez pas à partager vos coups de cœur de telle période à telle période en utilisant ces messages-là. Et pour arriver à ce travail-là, si vous êtes intéressé, on va les doter en pièces pour qu'ils puissent créer leur looks, les réapproprier et communiquer sur leur plateforme. C'est très clair là-dessus, donc tu vas leur directement envoyer des pièces pour les looks. Est-ce que vous vérifiez le contenu avant publication? Quand c'est du contenu en ce qu'on appelle en seeding, en dotation, on ne vérifie pas parce que la publication est soumise
un petit peu au bon vouloir en quelque sorte de l'influenceur. Quand on a des collaborations rémunérées, là bien évidemment, on Ah oui, vérifie et on valide le, le le look. contenu. Ouais, le Voilà. contenu. Ok, c'est très clair Et, là-dessus. et pourquoi les influenceurs ne sont pas obligés de poster quand c'est du seeding? On parlait d'influence. Tout n'est pas qu'une question aujourd'hui de collaboration entre marques et créateurs de contenu. Nous, on leur fait découvrir la marque ou on leur refait découvrir la marque. Et parfois, on a même des influenceurs, des ambassadeurs, des gens avec qui on travaille régulièrement qui vont recevoir une commande et qui vont nous dire non, ces pièces-là, en fait, elles me parlent moins et c'est pas moi et du coup, je les mettrai pas en avant. Donc, quand ça reste comme ça des échanges de marchandises, on n'impose pas et on laisse cette liberté-là pour qu'il y ait quand même qu'on garde de l'authenticité et que ça soit pas uniquement je t'envoie un produit et tu dois le poster. Bien Dans le sûr, cadre ok. d'une collaboration rémunérée, c'est un peu différent. Pour être 100% transparent sur la manière dont fonctionne l'affiliation, parce que peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas uniquement du seeding donc, et de la dotation de pièces. Il faut savoir que les influenceurs en affiliation sont rémunérés à la commission. On parlait de tracking en fonction des liens traqués qu'ils vont poster, ça va générer des clics, du trafic sur mon site web. Donc, on a posé différentes balises sur notre site qui vont permettre de suivre le parcours d'achat du cliqueur, du potentiel client. Et moi, derrière, dans mon tableau de bord, de pouvoir remonter un nombre de clics, mais bien sûr un nombre de commandes et de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on rémunère un pourcentage sur ce chiffre d'affaires à l'influenceur-là. On le rémunère à l'issue des retours générés parce que sur des commandes, certaines vont être retournées parce que c'est le délai aujourd'hui, enfin, c'est la loi en France. On peut acheter et on a un délai 14 légal jours. Ouais. de rétractation de 14 jours. Et nous, on a les retours sur 30 jours qui sont des retours payants si la personne ne souhaite plus garder cette pièce, etc., etc. Donc, à l'issue, on paie une commission à l'influenceur sur le chiffre d'affaires généré. Bon. Donc, Ouais, il y j'ai a un... dit. Bon. Oui, Vas-y, dis-moi. vas-y. Non, vas-y, je vais Il dire y pour a moi, un c'est enjeu clair. aussi pour l'influenceur, dans la manière dont il va mettre la marque en avant. Si la marque est plutôt appréciée par sa communauté, il va aussi y avoir un attrait pécunier à la collaboration parce que s'il génère des ventes grâce à son contenu, sa commission sera plus importante. Ok, j'ai compris. Et c'est quoi la différence pour vous entre communiquer, enfin, entre collaboration rémunérée et par dotation? Enfin, à quel moment vous dites, ok, celui-là, je vais le faire en rémunéré et celui-là par dotation? Alors, Je sais pas si c'est clair. il peut y avoir, oui, oui. Alors après, bon, la dotation, c'est pas uniquement sur de l'affiliation. Je peux faire de la dotation sur des profils qui sont pas du tout en affiliation. Ah, ok. Aujourd'hui, on peut faire de la dotation sur des athlètes, par exemple, sur des artistes, etc. Euh, et de la collaboration rémunérée, je peux demain en faire sur un profil qui sera aussi en affiliation dans le cadre d'un deal global. C'est plus en termes de stratégie, on ne rémunère pas à l'initial, au départ de la collaboration des influenceurs en affiliation. Ils se font rémunérer par la commission. Et donc, quelle est la différence? C'est que sur des collaborations rémunérées, ça va très souvent être sur des projets très précis, sur lesquels on a un objectif et un besoin très précis. Par exemple, je peux donner un exemple. Par exemple, un exemple. Noël dernier, on avait un besoin d'animation et d'événements dans certaines de nos boutiques, et on voulait faire un dîner de Noël hosté par un influenceur ou une influenceuse. Et donc, on a collaboré dans certaines villes avec des influenceuses. Je vais prendre l'exemple de Londres. Donc, on a collaboré avec une créatrice de contenu influenceuse à Londres qui a hosté un dîner de Noël dans notre boutique de Covent Garden à Londres. Elle a aussi fait quelques photos et contenus, donc shooting pour nous, qu'on a publié sur nos réseaux sociaux, sur notre newsletter, sur notre site internet. Elle a créé une sélection de produits de ses pièces favorites de la collection American Vintage, pièces qu'on a aussi présentées en merchandising physique dans notre boutique de Covent Garden. Donc il y avait un portant avec un stickers mural qui permettait d'expliquer qui était cette influenceuse-là et la sélection de ses pièces, un QR code qui renvoyait vers le contenu qu'elle a créé, donc quelque chose d'assez 360. Et donc Incroyable. là, on est dans une collab globale sur lesquelles il y avait de la création de contenu, il y avait l'host d'un événement sur lequel elle a dû inviter une vingtaine de personnes de son réseau, il y avait donc ses droits, parce qu'on paye aussi les droits à l'image quand on utilise commercialement le contenu de l'influenceur. Voilà, donc on était vraiment sur un projet, un objectif assez précis, sur un projet cadré, et c'est dans ces moments-là où on va rentrer dans des pays de collaboration. Des pays de collaboration. Et ça, donc moi, je comprends en fait dans ce que tu me dis là, c'est que vous avez une stratégie un peu fil rouge d'affiliation où bah, tu as 300 influenceurs qui sont sur la plateforme,
à qui vous dites. L'affiliation, Ouais, ça va dis-moi. être ma stratégie fil rouge avec l'objectif de conversion. Mais j'ai aussi une stratégie Ouais. fil rouge de dotation dans un objectif plus de notoriété pour avoir des gens, des influenceurs, des créateurs de contenu, des athlètes, des talents, des KOL, on les appelle un Ouais. petit peu comme on veut, mais pas uniquement des Instagrammeurs, dont je suis fier de les voir porter American Vintage et qui vont pouvoir m'apporter une notoriété ou Notoriété. moi pouvoir réutiliser leur contenu s'ils nous donnent leur accord, bien évidemment, parce qu'on ne le fait On en jamais sans parlera, ouais. Mm. leur accord. Mais donc voilà, c'est l'affiliation, c'est la stratégie de fil rouge avec un objectif de conversion, ce qui me donne la data la plus précise. Mais ce n'est pas uniquement ma stratégie en fil rouge. J'ai aussi de la dotation de produits en fil rouge sur des créateurs de contenu, influenceurs KOL à travers le monde, avec des objectifs plus de notoriété et d'image, de reach, sans chercher à savoir combien de conversions ils vont me générer ou de trafic ils vont me ramener en boutique ou sur le site internet. Ok, c'est hyper clair. Et en plus de ça, tu as des collaborations, on va dire, un peu spéciales pour un Oui, gros événement, type tout à fait. Noël, type, je sais pas, un anniversaire ou quelque chose comme ça, où là, tu prends quand même une influenceuse peut-être un peu plus connue qui va organiser un vrai événement 360 avec, comme on l'a dit, en présentiel. Elle va faire son propre look. On va pouvoir le récupérer en QR code. Il va être présent dans la boutique et Ça vous peut être sur récupérer des ses contenus. objectifs de marque ou alors ça peut aussi être pour répondre à des marronniers, des temps forts, Baronnier, des ouais, c'est ça. événements sportifs. Par exemple, au mois de septembre dernier, il y a eu un événement sportif assez important en France, sur notre sol, dans un sport collectif. À cette occasion-là, je suis allé travailler avec trois personnalités sportives de ce milieu-là pour les mettre en avant pour créer une vidéo, aller à leur rencontre, qui partagent un petit peu qui ils étaient, leur parcours, qui sont inspirants, qui racontent, qui partagent du contenu inspirant à notre communauté et qui, moi, m'a permis d'avoir une prise de parole durant ce temps fort-là qui était assez important. Donc, ça peut être soit sur des objectifs de marque parce que moi, j'ai un besoin, ou ça reste toujours des objectifs de marque, bien entendu, Oui, bien mais sûr. pour répondre à une certaine actualité. Ok, j'ai compris. C'est hyper clair. Et dernier pan de la stratégie dont on n'a pas discuté, c'est un peu les canaux de distribution. Donc, je présume qu'on est principalement sur du Instagram et des collabs un peu, comme on a dit, en boutique, en présentiel, en physique. On est principalement sur du Instagram. Oui et non. Alors oui, Instagram, on va dire, c'est la part c'est un peu des réponses politiques. Jamais trop tranché. Non, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est plus que justement, ça irait. Si je disais oui à 100%, ça irait à l'inverse de ce que je disais au début, qui est que l'influence n'est pas uniquement de l'influence et Instagram. Donc aujourd'hui, je travaille avec des personnes en influence, si on reprend le sens primaire du terme, en collaboration, en dotation, qui ne vont jamais faire un post Instagram sur leur réseau. Parce on va être sur de l'influence offline. C'est des gens qui vont peut-être faire des TEDx, qui vont peut-être animer des conférences devant des, des CEO du CAC 40 ou simplement aller donner des cours dans certaines écoles, mais qui ont une certaine notoriété, une légitimité, une expertise dans leur domaine. Et encore une fois, qu'American Vintage est fier d'avoir dans son réseau, est fier d'habiller. Souvent d'ailleurs, c'est beaucoup de ces personnes-là sont aussi des clients. On n'est pas uniquement dans de la collaboration là. Donc c'est pas uniquement Instagram. Instagram, c'est une part qui est très visible, plus facilement visible bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est pas le seul réseau social sur lequel on travaille. On travaille sur TikTok, qui est un réseau social grandissant, sur lequel on a aussi des stratégies d'influence. On commence à avoir des stratégies d'influence sur LinkedIn, qui fonctionnent un peu différemment et on pourrait en parler une autre fois parce que c'est très Ouais, spécifique et j'ai pas envie de bâcler le sujet, mais ça peut. Et on est aussi présent sur des réseaux sociaux en Asie, WeChat, Xianshu, Red, petit livre rouge traduit en français, Little Red Book, sur lequel on a aussi des stratégies d'influence. Donc non, ça ne se limite pas aujourd'hui à Instagram, ça va plus loin et au-delà, mais c'est vrai qu'Instagram est peut-être un des canaux le plus visible actuellement et même internationalement. ok, c'est bien répondu. Mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est quand sur la plateforme d'affiliation, quand vous leur donnez les liens et quand vous leur quand vous leur demandez de faire les contenus, vous leur dites de publier où en fait? Sur Instagram pour l'affiliation. D'accord, ok. Sur Affiliation, ça Instagram. va être Instagram, blog post pour ceux qui ont Blog encore post, ouais. des blog posts, TikTok pour ceux qui TikTok arrivent aussi. qui mettent des liens sur TikTok. Pas toutes les plateformes ne sont friendly à l'utilisation des liens. Instagram l'est avec la story par exemple, mais pas du tout avec les posts feed. Certains influenceurs quand même vont utiliser des liens shortés en les mettant dans leur
feed post parce que depuis un ordinateur, il est plus facile de faire copier-coller dans la caption. Bon, on rentre un petit peu dans des choses moins ergonomiques, mais on va dire principalement en effet Instagram, un peu plus élargi, plateforme digitale, blog post. Facebook Post, ça arrive encore qu'on ait des créateurs de contenu qui ont des blogs, qui ont encore une page Facebook et qui puissent relayer leur contenu. Newsletter, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça peut être aussi via de la newsletter. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui ont créé des formats de newsletter, payants ou non. Ça dépend. Il y en a d'ailleurs qui ont des formats gratuits et aussi des formats payants. On l'a pas mal aux États-Unis. C'est quelque chose qui marche assez bien. Des newsletters de conseils ou d'actualité, par exemple. Qu'est-ce qui a ouvert ces derniers temps en Californie? Je prends cet exemple-là parce que c'est une collaboration en newsletter qu'on a eue en Californie récemment. Et c'est une créatrice de contenu qui va partager ses coups de cœur, shopping, food, travel, autres. Et elle peut aussi l'ouvrir à de la collaboration. Et donc, on l'a fait pour une de nos boutiques. À savoir que cette personne en question, c'est une personne qui naturellement avait mis en avant notre marque parce qu'elle a découvert, elle a été à la boutique de Malibu, elle a apprécié l'expérience shopping, elle a aimé le produit, elle a parlé de nous organiquement. À la suite de cela, on l'a contactée, on lui a demandé si elle était ouverte à poursuivre des collaborations parce qu'il y avait un démarrage qui était authentique et naturel, donc elle avait un réel affect pour la marque, ce qui a été le cas. Et donc derrière, on a poussé la collaboration dans une seconde newsletter pour mettre en avant d'autres messages qu'on souhaitait passer. Ok, je comprends. Donc très multicanal quand vous faites ce type de collaboration finalement. Tout à fait. Et on peut même aujourd'hui utiliser, alors on n'est plus dans de l'affiliation, mais si on reste digital, on peut même utiliser aujourd'hui l'influence ou des influenceurs ou des créateurs de contenu pour faire des synergies avec les stratégies de publicité et les stratégies de publicité sur Meta. C'était ma question. Donc j'avais une question là-dessus, parce que tu as embrayé sur la partie publicité. J'avais fait un podcast similaire il y a 1 mois ou 2 mois, pardon, on avait parlé d'organique sur Instagram et de comment en fait exploiter les contenus organiques sur Instagram en publicité. Est-ce que vous faites ça? Donc c'est-à-dire utiliser vos contenus réalisés par des influenceurs pour vos ads. Alors, on va faire un premier point de départ et d'ailleurs qui sera, je pense, un bon message à beaucoup de mes confrères dans des services marketing et communication d'autres marques. Du contenu organique d'un influenceur, on ne le sponsorise pas si on n'a pas les droits ou l'accord de l'influenceur. Ouais. Selon la nature des relations que vous pouvez avoir avec lui, ça peut être plus ou moins, ça peut être fait de manière plus ou moins formelle, mais on demande à minima une autorisation sur un DM, même si je préconise et je peux comprendre que ça peut effrayer et parfois faire peur, mais de contractualiser ce type de communication via une contractualisation, une autorisation de diffusion en sponsorisation, parce que pour un créateur de contenu, c'est quand même différent. Et alors là, je parle un petit peu à leur place parce que je suis pas créateur de contenu à titre personnel, mais bon, j'ai beaucoup de connaissances dans le milieu où certains sont devenus des amis. La diffusion en organique par une page Instagram et le fait de sponsoriser le post, ça a quand même des impacts différents dans la manière de communiquer. On est l'un quand on sponsorise dans une communication beaucoup plus commerciale et donc ça ne rentre pas dans les mêmes rétributions, dans les mêmes contractualisations. Et même si on veut être très précis, le fait de réutiliser le contenu d'un influenceur sur une page en organique, sur un feed, il faudrait, on va dire par éthique, demander le droit et l'autorisation pour le faire. Parce que certains créateurs de contenu, en tout cas nous quand on les dote pour qu'ils créent un contenu sur leur plateforme, mais c'est pas forcément stipulé dans la discussion que le contenu créé va être réutilisé, même en organique, par la marque. Et pour le coup, je peux le concevoir, ça nous est arrivé, nous, par le passé, et on essaye d'être vigilant au maximum avec l'équipe de social media, parce que là, on est sur de la collaboration entre le social media et le pôle d'influence, de leur dire, attention, essayez d'avoir l'accord systématiquement. Et comme je disais, par le passé, ça nous est arrivé, la social media manager voyait un post d'influenceur, elle le trouvait hyper sympa, pour le coup plutôt de manière bienveillante et proactive, disait ah bah tiens je vais le partager sur notre compte Instagram. Aujourd'hui en plus on commence à avoir quand même un nombre d'abonnés assez intéressant, donc on se dit bah on va pouvoir leur donner de la visibilité, mais il faut se dire que le créateur de contenu il a créé le contenu pour sa plateforme, lui, et peut-être que s'il a accepté de faire une collaboration non rémunérée justement uniquement avec du seeding, c'est parce que il n'y avait pas cette volonté, ou en tout cas ce n'était pas stipulé qu'on allait créer le contenu pour derrière le réutiliser sur notre
page à nous. Et si c'était le cas, la collaboration aurait évolué en collaboration rémunérée. Donc, quoi qu'il en soit, le mieux est de toujours envoyer un petit DM et on se rend compte qu'avec de la communication, il y en a beaucoup qui sont très heureux de partager aussi leur contenu pour le réutiliser. Sur notre site, par exemple, si vous allez sur la homepage de notre site, on a un bandeau qui s'appelle Shop the Look, qui est une sélection de posts Instagram de créateurs de contenu qu'on apprécie, qu'on met en avant. Et toutes ces mises en avant-là sont contractualisées avec les créateurs de contenu. On ne le fait bien évidemment pas sans leur accord. Donc ça, c'est plutôt le disclaimer. Mais pour enchaîner, donc si déjà en organique, ça serait vraiment la base. En sponsoring et en advertising, encore plus. On ne diffuse pas du contenu d'ailleurs ni sur son site internet, ni dans sa newsletter, ni en sponsoring, ou ni même demain l'afficher en publicité dans sa boutique sans demander, valider les droits ou s'acquitter financièrement des droits à un influenceur. En revanche, dans le cadre encore une fois de collaboration précise, on peut faire évoluer cette création de contenu sur de l'utilisation en ads. Aujourd'hui, en ce moment, on parle beaucoup du GC. Surtout via en fait, l'UGC est quand même vraiment rentré, je trouve, par la publicité et pas forcément de l'influence. Par l'influence, on parlait de micro-influenceurs, de nano-influenceurs, donc en fait de plus petits créateurs de contenu un peu plus authentiques. Et dans la pub, on a parlé plutôt du GC, donc de contenu un petit peu naturellement créé par des personnes qui n'étaient pas des influenceurs au sens un petit peu public du terme, mais moi, au final, comme je le disais un petit peu au début, dans ma vision, un influenceur, ça peut être moins un repas de famille. Donc, en fait, tout le monde est un influenceur. Mais ça a été donné entre guillemets, l'UGC, la place et la possibilité à n'importe qui, ouais. de pouvoir créer du contenu et ce contenu qui soit réutilisé par des marques pour faire de la publicité. Donc, en fait, c'est l'utilisation d'une personne pour influencer. On peut aller plus loin et utiliser des influenceurs. Et là, en quoi ça va aider, en quoi ça va amplifier, c'est que cet influenceur, il a une notoriété, il a une communauté, il a une reconnaissance. Et donc, ça va pouvoir appuyer le message qu'il va partager, de l'utiliser en publicité. Soit il va faire écho sur des personnes qui le connaissent déjà, soit il va faire écho sur des personnes qui ne le connaissent pas, mais qui vont se dire « Ah, c'est un créateur de contenu qui partage la marque, ok, c'est intéressant, il a une bonne image, des bonnes valeurs, donc cette marque, ça peut valoir le coup de la découvrir. » Et donc ça, vous le faites en copublicité ou vous récupérez juste ce contenu avec l'autorisation de l'influenceur et vous le mettez ensuite en ads? Alors, on est aux prémices de la copublicité, ce qu'on peut appeler également du whitelisting. Le whitelisting, en fait, c'est un petit peu avoir... On va peut-être rentrer dans des termes un peu techniques et je te laisserai préciser ça parce que je pense que tu es encore plus expert que moi sur la plateforme. Mais aujourd'hui, sur le Business Manager Meta, on a des possibilités de faire des croisements donc de comptes professionnels. Ça peut d'ailleurs être avec une seconde marque, hein, c'est pas obligatoirement avec un influenceur. Mais demain, si moi, par exemple, je fais une collaboration avec une seconde marque, on pourra faire des copublicités ensemble et on peut du coup le faire aussi avec des influenceurs. Littéralement, donc, qu'on va whitelister. Et en fait, la publicité, la sponsorisation va se faire depuis le compte de l'influenceur en mettant en avant une marque, la mienne en l'occurrence. C'est quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui en Europe pour plusieurs raisons. Une des principales, c'est que c'est pas encore trop démocratisé et que certains créateurs de contenu ont aussi cette crainte parfois que leurs comptes soient un petit peu shadowban ou impactés par l'algorithme s'ils ont investi et s'il y a eu de la publicité derrière les contenus. J'ai pas de réponse exacte et de toute façon, il est toujours très difficile chez Meta d'avoir des réponses très claires. Aux États-Unis, en revanche, c'est quelque chose qui est fait de manière beaucoup plus c'est beaucoup plus commun de le faire. Beaucoup de marques le font. Et donc, c'est comme ça que j'ai pas découvert parce que je connaissais l'existence du whitelisting, mais c'est comme ça que j'ai mis en place mes premières campagnes de whitelisting et de co-publicité avec des influenceurs très récemment. Donc, ça fait vraiment quelques semaines, je pense, les premières qu'on a mis en place. Donc, aux USA, ouais. Un petit moment qu'on voulait le faire, mais on n'arrivait pas à s'entendre avec les créateurs de contenu qui respectaient bien notre image, notre brief, les budgets bien évidemment, etc. Et aux États-Unis, c'est encore une culture différente, donc les négociations sont un peu différentes qu'en Europe sur ces sujets-là.
C'est un peu plus long et parfois un peu plus compliqué. Mais donc voilà, c'est le début. J'aimerais bien réussir à le faire avec des créateurs de contenu en Europe, même si j'entends et je ne peux qu'entendre les peurs qui peuvent être liées à de la diffusion d'algorithmes, parce que certains créateurs de contenu, bah, c'est leur métier. Et si demain il s'avérait qu'ils étaient vraiment impactés en reach par l'algorithme parce qu'ils ont fait une campagne de co-publicité, je pourrais comprendre la déception, ou en tout cas l'impact négatif que ça pourrait avoir D'accord, sur ouais. l'activité. Donc je l'ai pas encore mis en place, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien tester. Bien évidemment avec des influenceurs quand même authentiques et qui ont un réel affect pour la marque, pour pas que ce ne soit trop publicitaire. Donc, pour résumer, la copublicité et le whitelisting, tu l'as expérimenté aux USA, Tout à parce que là, fait. ils sont un peu plus ouverts, mais il y a quand même un temps de négociation. En France, pas encore, parce que justement, il y a cette peur de voir son compte shadowban si jamais voilà, ils vous Exactement. dépensez trop d'argent sur leur compte. Ok. Tout à fait. Moi, ce que je peux dire d'expérience, c'est que ce que nous, on fait pour certains annonceurs, c'est qu'on prend du contenu réalisé par les influenceurs qui sont en réalité des ambassadeurs un peu comme vous, qui sont dans une plateforme et avec qui ils entretiennent des relations de confiance. On reprend le contenu et on le sponsorise avec juste le nom de la marque. Donc, le nom de la marque, mais le contenu de l'influenceur. L'influenceur, on le tag dans la copie de la publicité. Tu vois. Est-ce que ça, vous l'avez déjà fait ou pas du tout? Ça, on l'a déjà fait, en revanche, Ok. d'utiliser et ça, je l'ai déjà fait du coup avec des comptes européens, mais tu vois, sans les taguer, par exemple, parce que j'ai eu le cas sur certains influenceurs qui me disaient ah non, me tag pas parce que j'ai peur que ça puisse impacter mon D'accord. reach, Ouais. etc. Mais par contre, je l'ai eu fait. Je ne l'ai pas fait sur des publicités à objectif de conversion, parce que dans ma stratégie d'advertising sur Meta, on a des publicités à objectif de conversion, acquisition, mais j'ai aussi des publicités à objectif de notoriété, de riche, de couverture, comme le sponsoring. Et donc, ça m'arrive de sponsoriser des contenus d'influenceurs que j'ai postés sur mon feed depuis mon compte Instagram. Et là, on se rend compte Oui. qu'on a souvent des très bons résultats. Là, tu fais un boost en gros. Je fais un boost, Ouais, exactement. ok. Ah, ça, j'avais pas C'est de pensé la à cette question-là. Donc, en gros, tu as déjà fait la conversion avec des contenus influenceurs, mais tu fais aussi de la notoriété avec Tout des à fait, boosts. tout à fait. Ok. Et là, la notoriété avec les boosts, idem, hein, toujours sous validation de l'influenceur. Influenceurs, ouais. On va plus être dans une démarche de reach, d'engagement. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'on a des très bons résultats parce que je pense en tout cas, il est difficile d'avoir en tout cas, Ouais. de vraiment connaître les réactions de chacun des utilisateurs. Mais il y a ce côté où quand le contenu arrive dans votre timeline, dans votre feed, il semble très naturel, comme si c'était comme si ce n'était pas une publicité en fait. Et donc du coup, on a des résultats qui sont assez intéressants en termes d'engagement, d'interaction et de reach, et assez qualitatifs. Toujours très difficile de mesurer le qualitatif dans la publicité à objectif de notoriété parce qu'on va avoir des KPI de type reach, de type interaction, mais Interaction, ouais. par exemple like, on peut faire beaucoup de likes sur un post sponsorisé, mais est-ce que c'est des likes de personnes qui ont un intérêt pour notre marque, qui font partie de notre cible? Et souvent quand on sponsorise des contenus depuis notre compte posté avec un influenceur, ou c'est un influenceur en tout cas qui est dans le post, on voit dans les commentaires que c'est souvent des commentaires de personnes C'est qui la sont, communauté, ouais. Ouais. et c'est un petit peu ce qui me Ah, permet de juger de la réussite de ce sponsoring-là. moi, ce que je constate sur votre compte, c'est que franchement, là, j'ai l'impression que 3 quarts des contenus qui sont publiés sur le compte sont des contenus influenceurs, où je vois que l'influenceur est tagué, je vois que des fois, en effet, il répond, merci d'avoir partagé. Je veux dire en contenu organique sur notre page Instagram, Ouais, c'est ça. on n'est pas à 3 quarts, je dirais plutôt à 1 sur 2, on est à 50%. Bon, voilà, bon, excuse-moi, 1 sur 2, sur le coup. Mais c'est quand même déjà Non, pas mais mal, je quoi. précise Et, parce qu'il y a une vraie ouais, réflexion stratégique derrière ok. ça, sur la part de contenu d'influenceurs qu'on riposte ou qu'on utilise Que vous utilisez, ouais, pour d'accord. poster en Ouais. création de contenu. On parlait d'objectifs tout à l'heure. J'ai aussi des influenceurs avec qui je travaille uniquement pour créer du contenu, qui vont eux publier sur leurs réseaux sociaux et que moi je vais pouvoir réutiliser parce que je vais avoir une volonté. Par exemple, j'ai la collection Kids qu'on a lancée depuis 1 an et demi. Je vais vouloir créer un contenu autour de la famille, des enfants. Ben, je vais utiliser un influenceur qui va me créer un réel, un reel pour Ouais. autour de cette collection à publier sur mon compte Instagram parce que pour X ou Y raison, j'ai pas voulu activer un shooting dédié. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très bien. Donc, ça, c'est pas du fil rouge, c'est encore une fois un Non, besoin. Là, on lance une collection enfant, donc c'est, on va dire, pas un marronnier, mais c'est une offre. Enfin, c'est une. un objectif de marque, c'est une offre commerciale, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ok. Et par contre, c'est vrai que les contenus réalisés par vos influenceurs, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup. Il y a des belles photos, mais il y a aussi des reels. Ça, on l'a pas précisé. C'est que je suppose qu'au niveau du contenu, plus c'est un contenu vidéo,
tendance pour l'heure actuelle, c'est un contenu qui est peut-être plus intéressant pour vous de booster ou de mettre en avant en sponsoring? Pour le coup, je ne booste pas, pardon, énormément de Reel Insta. Peut-être qu'on devrait le faire un petit peu plus, mais par contre, il est vrai que j'utilise beaucoup les créateurs de contenu pour ce type de format. Les Reels font écho à une tendance, à un trend, un petit peu comme sur TikTok, mais ça c'est dupliqué sur Insta et ils sont un petit peu les meilleures personnes pour répondre à ce type de format-là, bien qu'on en produise de plus en plus en interne, soit en essayant par nous-mêmes de répondre à des trends, soit simplement en voulant passer un message via la vidéo. J'ai l'impression que le côté vraiment transition qui a fait un petit peu le succès des débuts du Reel, le côté transition, je parle dans la mode, hein, bien évidemment, qui était ce côté, par Ouais. exemple, de voir des enchaînements de looks ou de se voir dans différentes situations avec différentes tenues. Ça que je pensais. C'est un peu essoufflé et on est un peu plus aujourd'hui dans de la vidéo type UGC, partage de contenu, de formation, de messages, etc. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il y a un peu plus de place pour des marques à les créer en propre. On fait aussi ce qu'on appelle du FOH, de la fausse publicité en extérieur via de la 3D. Ça, c'est des nouveaux formats qu'on a utilisés en format Reel Instagram, qu'on fait en propre. On l'a fait par exemple pour notre ouverture à Barcelone, assez récente, où on faisait tomber un t-shirt, du coup en 3D, un faux t-shirt, sur un mur d'un des bâtiments de l'avenue Paseo, avenue sur laquelle on avait ouvert notre boutique. Donc on essaye aussi de l'utiliser maintenant comme de la vidéo un peu plus large et pas uniquement comme le début du Reel Insta qui était uniquement quand même très focus sur ce côté transition trend. Ok. Sur TikTok, c'est un peu différent. Je digresse très rapidement sur ça, mais on voit que sur TikTok, le côté trend, ou en tout cas UGC, contenu authentique d'utilisateur, est encore très présent. Et même pour une marque, moi, j'ai mis en place une stratégie sur notre compte TikTok. Euh, J'espère qu'elle sera la bonne et qu'elle est la bonne, mais qui est pour un utilisateur. TikTok, pour l'utilisateur, c'est basé sur du contenu qu'on te propose et pas basé sur du contenu de compte que tu suis. C'est quand Ouais. même la grande différence avec Insta, où Insta, même si avec l'Explorer, etc., pardon, ils essayent de faire un peu différemment, mais c'est basé, ta timeline est basée sur les gens que tu suis, et dans le pour toi, le FYI le for you, pardon, de TikTok, c'est sur du contenu qui est propulsé par l'algorithme, et donc d'ailleurs, tu peux avoir peu d'abonnés, avoir un contenu qui explose. Donc notre stratégie sur TikTok, elle est plutôt d'essayer de se dire quand les utilisateurs vont voir nos contenus, comme si c'était un contenu de créateur de contenu, justement, et pas un contenu de marque. Et Ouais, on le je vois. voit vraiment drastiquement en performance. Dès qu'on fait des contenus un peu plus institutionnels de marque, le Ça reach est marche pas, beaucoup ouais. moins important. Ce qui est moins le cas Sur Insta. sur Insta, où ça équilibre un peu Ouais, plus. ça c'est intéressant. Oui, je suppose que les contenus influenceurs, ben, ils sont un peu différents entre Instagram et TikTok pour un même influenceur. Ou tu penses que c'est les mêmes qui... Ouais. Non, alors je pense et qu'il y en a certains, et je les connais pas tous, qui font du duplicate content, comme des marques qui font du duplicate content. Nous, en tant que marque, c'est pas notre stratégie. Le contenu sur TikTok est pas le même que le contenu sur Instagram. Ouais. C'est deux plateformes différentes, c'est deux audiences différentes, c'est deux manières de communiquer différentes, et donc on a décidé d'adapter les stratégies, tout comme sur LinkedIn. Ça ne veut pas dire, j'anticipe peut-être si certains petits malins vont aller voir nos différents comptes et nous dire ah non mais j'ai retrouvé le même. Bien sûr qu'il y a certains contenus. On a fait une vidéo pour la fête des pères ce week-end, on a publié la même vidéo sur LinkedIn, Instagram et sur notre compte TikTok, mais on a ensuite du contenu dédié à nos plateformes et il y a des influenceurs qui ont aussi des stratégies dédiées et j'imagine certains qui font le même contenu et d'autres qui sont performants que sur une des deux plateformes. Il y a des TikTokers, il y a des Instagrammeurs, donc des influenceurs de TikTok, des influenceurs d'Instagram, tout comme il y a des influenceurs de YouTube et il y a des YouTubeurs qui ont des chaînes YouTube avec énormément de vues, d'engagement et d'abonnés et qui sont pas forcément des grands créateurs de contenu sur Instagram ou qu'ils le sont. Et quand ils le sont, ils ne publient pas leurs vidéos en entier sur leur Instagram ou vice-versa. L'important dans tout ça, qui qu'on soit, je pense, un créateur de contenu, une marque, autre compagnie, autre business, c'est de garder une cohérence et c'est que pour la personne, en tout cas qui vous retrouvera sur ces différentes plateformes, il y a une unité de marque. Il y a des manières de communiquer il y a des différentes manières de communiquer spécifiques à chaque plateforme, mais l'important c'est d'avoir une image de marque harmonieuse,
unique pour qu'on retrouve cette identité-là, et une même identité demain que tu retrouveras sur ma newsletter, sur mon site internet ou dans ma boutique retail au coin d'une rue. Et j'imagine Ok. que, sans trop tourner les questions, parce que c'est pas moi l'intervieweur aujourd'hui, mais c'est un petit peu ce à quoi tu es confronté quand aujourd'hui tu as une newsletter, un blog, également tu fais de l'ads en ton nom pour tes formations sur les réseaux sociaux. Tu as aussi une chaîne Ou YouTube. l'agence. J'imagine qu'en Ouais. fonction de tes différentes plateformes, tu adaptes tes messages pour des objectifs différents, mais qu'à la fin, ton 1000%. branding et DHS Digital ou Danilo, tu veux que ça soit perçu de la même manière. Je pense par exemple que on peut voir chez toi un code couleur, ça peut Oui, commencer par là, qui est 100 000%. Ouais. récurrent et qui est facilement identifiable, sûrement de la typographie, etc., etc. 100 000%, oui. Ok, je suis d'accord avec ça. C'est ce qu'on essaie de. Mais comme tu as totalement raison, chaque plateforme, ça va être des contenus différents. Il y a des plateformes plutôt tofu, d'autres qui sont plutôt mofu, bofu. Donc c'est comme ça que je fonctionne moi perso. C'est ce que tu viens de conclure. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ce rapport-là au funnel, mais via l'influence, via la communication, via tous ces messages-là, on a parlé beaucoup d'objectifs, de notoriété, de conversion pour tout ça, mais on est aussi, et je le disais tout à l'heure, on essaye de répéter et d'avoir une répétition à l'esprit du consommateur, et donc forcément d'être à différents niveaux du tunnel d'achat. Parfois en faisant de l'acquisition parce que je vais travailler avec un influenceur nouveau avec qui j'ai jamais travaillé, avec qui j'ai aucun overlap de communauté. Je parlais de Call Square tout à l'heure. Cette plateforme me permet de voir les overlaps de communauté que je peux avoir Ah, avec ok. un créateur de contenu. L'overlap peut-être, bon, j'imagine que nos auditeurs sauront, mais c'est un petit peu Je vois, je vois. le pourcentage similaire d'audience que je peux avoir avec ce créateur de contenu-là. Euh, et donc, je peux avoir un objectif d'acquisition pure, audience très froide qui ne me connaît pas sur un nouveau marché, comme les États-Unis, où je viens d'arriver récemment. Et je peux avoir un ambassadeur avec qui je travaille en répétition, qui travaille avec moi depuis quelques années. Je sais que sa communauté connaît American Vintage, donc je vais être déjà dans une étape du funnel. Certains sont déjà clients, Considération. euh, de considération, de réactivation, d'activation. Donc, bien évidemment, encore une fois, Ouais, je vois. je Ouais, parlais de t'as un peu tout type d'influenceurs sur chaque objectif, si je dois bien comprendre. oui, et certains influenceurs qui peuvent répondre à plusieurs objectifs, parce que j'ai des influenceurs qui me permettent Ok, de faire de ok, l'acquisition et aussi de la considération, de la ok. réactivation. Et ça, pour terminer là-dessus, t'essayes d'avoir un ratio d'influenceurs notoriété, considération, conversion, ou alors finalement ça se fait un peu de manière naturelle. Si je devais résumer à... On est quand même... Enfin, c'est difficile de résumer d'ailleurs. Euh, on- Ça reste des métiers, mais comme beaucoup de métiers de la publicité, c'est pour ça que je dis souvent, il y a des grands principes et, et préceptes et qui s'appliquent aussi à ce domaine-là. Il est très difficile, même si on met en place des tableaux de bord, qu'on essaye d'analyser des KPI, qu'on essaye Mais de oui, remonter des chiffres d'affaires, etc., d'avoir à la fin une vision évangile de tout ça. mais oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que ma boîte et notre marque, elles sont en croissance. Parce que je peux pas, par exemple, et je ne veux pas, et j'espère que je n'aurai pas à le vivre, demain aller voir mon comité de direction et dire, on a eu 3000 paritions ce mois-ci, des super riches, des super d'engagement, des si. Ah oui, mais American Vintage fait moins 12% ce mois-ci. Idem en publicité. Demain, je ne veux pas aller dire sur Meta, on a des ROAS à 10, à 12, à 15, on a une super couverture, un super CPM. Oui, mais la marque, elle n'est pas en croissance et au contraire, on perd de l'argent. Alors, ça ne sera pas uniquement la faute du Un marketing bêta, ouais. et de la publicité ou de Meta ou de l'influenceur. C'est un ensemble de choses. De toute façon, une entreprise, faire du commerce, c'est un antivol. C'est-à-dire que chaque maillon indépendant l'un de l'autre est faible. Et quand l'antivol est refermé, bah, il t'empêche de voler la moto. Ça ne veut pas dire qu'un maillon est faible en tant que tel, mais ça veut dire que tous ensemble, ils seront plus forts et c'est comme ça qu'ils fonctionneront. Euh, donc, ça sera toujours difficile de juger optimalement la performance. Et dans ces métiers-là, il y a une part d'indescriptible. Il y a une part où on essaye de produire le meilleur produit possible, de former au mieux les équipes, d'avoir le prix le plus juste possible, d'avoir le bon stock, de respecter la tendance, de communiquer, de le mettre en avant. Et à la fin, la réalité, elle se fait sur le terrain, que ce soit sur un site web, que ce soit dans une boutique. Et on essaye, avec toute cette réalité-là, d'avoir des croissances euh, constantes. Et on espère du coup que tous ces canaux-là, euh, les influenceurs, la pub, la communication organique, le SIA, les newsletters,
ben, nous aide à participer à cette croissance-là. Et on essaye d'optimiser ça avec tous ces KPI inhérents à chacun de ces leviers-là, en les optimisant. Et c'est là où je dis c'est important de se Mais oui. professionnaliser, d'avoir l'expérience sur ces canaux-là. Et c'est pour ça, du coup, in fine, qu'on est rémunéré, ben, pour avoir cette connaissance-là qui va nous permettre d'aller au bout. Mais c'est pareil dans le sport. Et je crois savoir que tu es assez sensible au monde du sport. Mais c'est la même chose. À la fin, quand tu vas faire un marathon, sur un départ de marathon professionnel, il y a que des athlètes et pourtant il y a qu'un gagnant. Et je pense que parfois l'explication, elle peut être très difficile à donner de pourquoi ce jour-là Ouais, est une minute plus lent ou pas. Et pourtant, tu as essayé de donner de ton maximum, de bien ouais, dormir, ouais. d'avoir une bonne alimentation, d'avoir la bonne paire de chaussures, et ainsi de suite. C'est la même Non, chose. D'ailleurs, notre ouais, CEO, et je conclue là-dessus, il nous dit souvent, vous êtes des sportifs, et il nous inculque beaucoup les valeurs du sport dans ce sens-là, au sens dépassement de soi, performance, entraînement, parce que faire du commerce, c'est un entraînement, et bien sûr un sport de marathon, parce que c'est un sport de long terme. On n'est pas sur un sprint, parce que sinon ça va ouais, c'est s'arrêter autre trop chose. vite. Non, j'ai adoré ta réponse, tu étais très pragmatique. Enfin, c'est le mot que j'avais en tête, c'est vraiment pragmatique. C'est pas juste dire oui, on a tant d'influenceurs, X% pour la noto, on regarde tel KPI. Non, il y a des choses que tu n'expliques pas totalement. Oui, pour autant, je suppose que vous avez des tableaux de bord, vous regardez si les C'est ça. influenceurs se chevauchent, vous regardez peut-être quand même quels sont ceux qui sont des nouveaux, quels sont ceux qui sont là depuis longtemps, mais pas non plus mesurer de manière précise, qui fait que vous êtes plus concentré sur des KPI que sur de la performance globale au sens large, en Oui, regardant l'impact d'une campagne, enfin d'une grosse campagne avec vos 300 influenceurs sur le mois, plutôt que de regarder individuellement chaque influenceur. c'est ça, et Si puis je il y dois a une résumer. part d'émotion. Quand on fait du commerce, quand on fait de la mode, il y a aussi une part à l'émotion. Si Ouais, tout, parfois. Ouais. tout était figé dans le marbre, ça serait pas amusant, ça serait pas drôle. Et on a tous des outils et on doit pas non plus être dépendant de nos outils. C'est nous demain un artiste, on peut être trois artistes, on aura tous le même pinceau et on va pas sortir. Je finis avec des métaphores, mais on va pas sortir le même tableau parce que peut-être que moi je vais mettre plus de bleu et puis je vais pas utiliser la même marque de peinture, etc. Donc oui, il y a des choses qui doivent être aussi un peu moins pragmatiques. Les tableaux de bord me ramènent au pragmatisme et me permettent de piloter. Ouais, c'est vrai. Mais c'est peut-être un petit mot de la fin pour nous, genre pour une stratégie d'influence, surtout dans laquelle que tu vas aussi exploiter pour tes ads. C'est quoi tes conseils, les erreurs à éviter Je, rapidement, euh, après tout ce que tu as dit? moi, le plus gros, je pense, conseil, qui peut paraître évident, mais qui, je me rends compte en ayant des connaissances dans ce milieu-là, ne l'est pas toujours, c'est le bon influenceur pour la bonne cible et pour le bon message. Parce que demain, vous pouvez utiliser un très bon influenceur en soi, au sens, est-ce que c'est un bon créateur de contenu? Oui. Est-ce qu'il est bon pour le message que je dois passer? Peut-être. Et est-ce qu'il est bon sur ma cible? Non. Et vous allez mettre en place cette campagne qui peut-être vous aura d'ailleurs coûté beaucoup d'argent, avec des mauvais résultats, et à la fin, vous pouvez être déçu, ne plus vouloir faire d'influence et se dire, ah non, mais l'influenceur, il était pas bon, c'était. Mais en fait, la réalité derrière ça, c'est peut-être pas l'influenceur ou le créateur de contenu qui n'était pas bon, c'est peut-être que le message à délivrer, ou en tout cas la cible à toucher, n'était pas dans le bon Ne pas- triangle. Donc ce triangle, pour moi, il est très important. Il va au-delà de l'influence. Et comme je dis, là, en l'expliquant, je peux paraître scolaire, je peux paraître évident, mais je peux vous assurer qu'en rencontrant des gens très régulièrement, bah, il ne l'est pas toujours. Et ça, c'est un principe pour moi de publicité. C'est pareil demain si vous faites une campagne de communication sur votre produit, dans la rue, sur une newsletter, etc. Il faut le bon message pour la bonne cible. Ça, c'est la base. Et via le bon levier. Le bon levier, Demain, ouais. par exemple, si moi je veux faire une campagne de communication, je sais pas, sur Pokémon, Pokémon, c'est peut-être un très bon message, mais est-ce que la cible que je vise est sensible à ça? Est-ce que si je veux parler à des 2010 demain, qui ont aujourd'hui 14 ans, ils sont sensibles à Pokémon, qui est plus un message des années 90-2000? Ça veut pas dire que le message était mauvais, ça veut dire que le message est mauvais pour la cible que je touche et ainsi de suite. Ouais, ouais, c'est très bien Pour moi, résumé. c'est le meilleur conseil. Et ce conseil-là va avoir des incidences sur bien choisir son influenceur. Et pour bien choisir son influenceur, il faut être capable de discuter avec un influenceur, d'analyser ses stats, peut-être de se doter d'un outil. Alors après ça, c'est à certains niveaux de possibilités d'investissement dans les entreprises, mais on peut faire des analyses de profil d'influenceur sans avoir un outil. J'ai travaillé chez American Vintage pendant quasiment 8 ans sans outils, donc ce n'est pas impossible. Les outils, c'est un petit peu des outils de luxe qu'on a récemment, mais ça n'a pas été le cas.
tout le temps. Donc Tu savoir. analyses simplement leurs posts et enfin, comment tu fais analyser sans les outils? Il y a des des petites plateformes gratuites. Pareil, je veux pas m'aventurer Ouais, à ok, citer ok. des noms ici, mais Google est votre ami. Et il y a aussi, oui, en effet, des analyses de posts, des analyses euh, like, commentaires. Enfin voilà, c'est une connaissance. Oui, oui. Pas uniquement le like, parce que le like pendant pas mal d'années a pu s'acheter aussi. Ce qui a un peu fait du mal d'ailleurs au milieu de l'influence. On parlait tout à l'heure influx voleur, mais je pense que l'achat d'abonnés, l'achat de likes que certains ont pu pratiquer et des marques l'ont fait aussi pendant des années a un petit peu faussé ça et donné de la crainte. Euh, N'hésitez pas à vous appuyer sur des agences, mais comme je disais tout à l'heure pour la pub sur Meta, quand vous parlez à une agence de pub, ce qui est mon cas sur Insta, j'essaye de comprendre qu'est-ce que la pub Meta avant de parler à l'agence. Si demain vous parlez à une agence d'influence, essayez de comprendre qu'est-ce que l'influence pour pouvoir discuter avec elle et ne pas être dans une démarche de juste je paye une campagne à une agence, je m'occupe de pas grand-chose, je fais confiance et après j'analyse les résultats. Et donc les choses à faire attention, ou en tout cas dans notre application, je pense qu'il faut essayer si demain vous investissez de l'argent ou du temps, parce que le temps c'est de l'argent, c'est que vous croyez à la portée professionnelle de ça. Et donc pour moi, du moment où demain vous êtes prêt à investir votre temps, votre budget, votre argent dans ça, eh ben prenez-le en considération et mettez l'énergie nécessaire pour le comprendre, pour l'analyser, comme vous pourriez le faire demain sur, si je parle à titre personnel, d'acheter un appartement. Eh ben vous n'allez pas acheter un appartement à 300 000 euros en faisant confiance les yeux fermés à l'agent immobilier, sans rien vérifier, sans regarder le DPE, etc., etc. Mm. C'est pareil, ou comme d'autres métiers de votre business et de votre société, mettez la même rigueur et la même expertise, même si parfois ça peut vous paraître loin de votre domaine Mais initial, ce qui est oui. souvent le cas pour des startups, pour des jeunes marques en devenir. Euh, et du coup, peut-être qu'on peut finir là-dessus. Je pense qu'il vaut mieux des fois pas faire que mal faire. Si vous pensez que vous n'avez pas les armes, pas la connaissance, c'est pas parce que tout le monde parle d'influence qu'il faut absolument en faire. C'est pas parce que tout le monde parle d'Instagram qu'il faut absolument y aller, même si c'est un outil très important aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si vous vous investissez dans un canal, dans une stratégie, dans une campagne, essayez de le maîtriser, de le comprendre et de le professionnaliser et d'avoir l'expertise nécessaire ou de vous faire accompagner avec l'expertise nécessaire pour bien le faire et pour pas avoir de frustration derrière si ça se passait pas comme vous le voulez ou si ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, de comprendre pourquoi ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez. Ok, bah écoute, tu as tout dit. C'était hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut garder contact avec toi et parler influence? Bah, j'ai une page LinkedIn, Benjamin Terrasson. Il y en a plusieurs, je crois, Il y en a plusieurs? Ok. vous verrez une bannière American Vintage sur la mienne. Il est assez facile à trouver. Terrasson est en majuscule pour ceux que ça intéresse. Mais on mettra ton lien dans les notes de Et l'épisode. généralement, je communique autour d'American Vintage et de nos actualités. Ouais, je vois ça. Donc là, vous êtes lancé à Florence, par exemple, avec American Vintage, il y a quelques jours. C'était dans le cadre du Petit Uomo la semaine dernière. On a inauguré notre nouvelle boutique à Florence. Ouais, bravo. Ok, bah l'Italie, c'est le pays de la mode, hein. Donc, Tout à fait. Mais la France surtout. mais la France aussi, mais l'Italie, la mode, ils sont quand même chauds. Ils sont quand même forts. Merci beaucoup en tout cas, Danilo. Je t'en prie, c'était un plaisir, c'était vraiment cool. Merci beaucoup pour tous les conseils. Je pense vraiment qu'il y a plein de choses qui sont très applicables et surtout, je trouve qui te façonnent ton mindset plutôt que de dire quel outil choisir, quel reach viser, quel taux de conversion viser. Tu vois, c'est bien tout ça, mais en vérité, C'est faut d'abord super. le En mindset. plus de ça, en une heure, ça sera impossible d'y répondre. Donc Ouais, c'est une amorce justement pour aller creuser tout ça. Mm, très clairement. Merci à toi, encore une Merci. fois, et je Bonne te dis soirée. à très vite. À bientôt.